La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite, Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour et welcome. Bienvenue dans l'univers sonore des interviews d'Eric Cooper, ce podcast natif qui vous permet de découvrir virtuellement des personnes passionnantes et passionnées. Avant de découvrir celle qui est l'actrice de ce podcast aujourd'hui, une petite citation, comme d'habitude. Le cœur d'une femme est un noyau de pêche, on la mord à pleine bouche et tout à coup on se casse les dents. Citation de Jules Renard. Pour vous présenter justement notre actrice du podcast qui s'appelle Patricia Bouchenotte-Deschamps. Je l'ai rencontrée lors d'une journée presse à l'hôtel Pullman à Bruxelles. Elle a répondu à mes questions parce que je voulais en savoir plus sur son dernier roman publié chez Albin Michel, roman intitulé « J'ai l'énergie d'une lionne dans un corps d'oiseau », le roman de Rosa Bonheur. Mais qui est donc Rosa Bonheur ? Eh bien, vous apprendrez un petit peu à la connaître grâce à cette interview, mais surtout n'hésitez pas à vous jeter sur son roman, je rappelle le titre, « J'ai l'énergie d'une lionne dans le corps d'oiseau », le roman de Rosa Bonheur. Bonjour Patricia Bouchenotte-Deschamps. Alors une première question, comment vous est venue l'idée d'écrire ? Alors c'est une idée qui remonte à il y a très longtemps. Mon premier roman, je l'ai écrit, j'avais 9 ans. Et donc, oui, j'en ai même écrit 2 à ce moment-là. Et surtout, je me suis arrêtée d'écrire quand, arrivé en 6e, j'ai découvert les grands écrivains. Quand j'ai lu Le Lion de Joseph Kessel, là, j'ai rangé mon petit stylo et je n'ai plus osé le ressortir jusqu'à mon premier livre, qui était Lamentation, une femme d'affaires, et il y a maintenant quelques années. Avant ce premier livre, justement, vous étiez assistante parlementaire pour un politicien qui s'appelle Étienne Pinte, qui était le maire adjoint de Versailles, qui d'ailleurs est né en Belgique et est devenu français. Est-ce que c'était pour changer d'horizon professionnel que vous êtes lancé un peu plus professionnellement dans l'écriture ? Alors, j'ai fait des études de droit et Sciences Po, je dirais, un peu malgré moi. En fait, j'étais passionnée de littérature, j'ai fait des études littéraires avec du latin, du grec, je rêvais d'être archéologue, j'étais passionnée par la civilisation sumérienne, l'écriture cunéiforme. Et voilà, c'est quand même une région du monde qui est quand même assez dangereuse, et donc mes parents m'ont dit écoute, fais ton droit d'abord et on verra après. Alors comme je n'aimais pas le droit privé, je me suis tournée vers le droit public. Le droit public mène à Sciences Po, et Sciences Po m'a amenée à être assistante parlementaire, effectivement, d'un homme politique, Étienne Pinte, qui était en plus proche de Philippe Séguin, donc c'était le RPR, tendance sociale, et donc ça a été une expérience passionnante de 5 ans à l'Assemblée nationale. Et non, c'est parce que j'ai eu des enfants qui étaient petits, rapprochés de... Je me suis dit, mais en fait, je pourrais travailler toute ma vie, mais j'aurais qu'une seule fois des enfants, qu'une seule fois des enfants. Et donc j'ai voulu m'arrêter, puis au bout de 6 mois, je me suis quand même rendu compte qu'ils étaient absolument adorables, mais enfin, ils dormaient beaucoup, donc ça me laissait quand même beaucoup de temps. Et j'habitais à l'époque à Versailles, non loin du théâtre Montansier, et du coup, je me suis intéressée à cette femme, la Montansier, et j'ai écrit le premier livre qui s'appelait La Montansier, une femme d'affaires. Et d'ailleurs, la Montansier est passée par la Belgique, elle a dirigé un théâtre ici à Bruxelles, et c'était un personnage assez extraordinaire. Et voilà, ça a été mon premier livre, mais j'ai commencé par une biographie. Et en fait, c'est un éditeur, c'est Plon, chez Plon, Patrick Debeau, qui m'a appelé, qui m'a dit mais vraiment, vous devriez écrire des romans. Donc j'ai écrit 2 romans, puis je suis revenue à la biographie, et j'ai fait du commissariat d'exposition, j'ai fait plein de choses. Et puis là, avec Rosa Bonheur, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais publié 2 grosses biographies, une sur André Le Nôtre et une autre sur Charles Perrault. Et Rosa Bonheur est arrivée dans ma vie de manière un peu impromptue, insolite, par hasard. C'est le château de Rosa Bonheur que Rosa Bonheur a acheté avec les fruits de son travail, ce qui est absolument incroyable à son époque. Elle a moins de 40 ans quand elle achète cette propriété, elle va y vivre 40 ans. Eh bien, cette propriété est restée dans la même famille, celle de ses héritières, jusqu'à
jusqu'il y a quelques années. Et il y a quelques années, changement de propriétaire, Catherine Brault se prend de passion pour elle et décide de l'exhumer de son purgatoire et de l'oubli. Et voilà, non seulement de redonner vie à ce château. Donc moi, du coup, je me lance aussi dans le jardin, côté jardin. Et puis j'écoute toutes ces archives. Et puis elle me dit, mais pourquoi vous n'écrirez pas un roman sur Rosa Bonheur? Et en fait, plus j'ai arpenté le jardin, plus je me suis plongée dans les archives, plus j'ai découvert ce personnage qui était éminemment romanesque, plus j'ai eu envie de retourner au roman. Et c'est vrai que c'est une histoire absolument incroyable. Et donc j'ai toujours ces habitudes d'archéologue, de biographe qui cherchent les éléments et qui se fondent sur des éléments vrais, parce que je trouve que c'est pas parce qu'on écrit un roman qu'on doit écrire n'importe quoi, mais c'est un roman par le style et puis par l'histoire aussi, que les ambiances et ces scènes que j'ai réinventées. Oui, elle a rencontré Goya, mais on ne sait pas comment ça s'est passé. On sait juste quand ça s'est passé. Elle était avec sa mère, mais toutes les impressions, tout ce qu'elle a vécu, l'abandon du père, la mort de la mère, etc., etc. On a des petits témoignages. Voilà, sa vie avec Nathalie, sa rencontre avec Edwin Lancer, la fin de sa vie avec Nathalie, on a des témoignages, mais ensuite rentrer dans cette vie, raconter une histoire incroyable parce que j'ai découvert des choses incroyables. C'était vraiment le roman qui se prêtait le mieux à ça. Et vraiment, je me suis régalée parce que les personnages m'ont pris par la main. Il y a des jours où je construisais mon chapitre et puis à la fin, mon chapitre n'était pas du tout ça parce que c'est le personnage qui dicte l'histoire et c'est vrai que c'est assez réjouissant. Rosa Bonheur, ça c'est votre dernier roman, mais je voudrais qu'on revienne au premier. Pourquoi avoir choisi une biographie pour un premier livre et pas un roman justement? Parce que tout simplement, à l'époque, j'habitais Versailles, le théâtre Montansier était en travaux et il faut savoir qu'en fait, les éditeurs ont moins peur d'éditer des biographies sur des sujets inédits que de se lancer sur des romans. Alors bien sûr, j'aurais pu écrire un roman, mais là, à cette époque-là, j'ai choisi la biographie. J'ai eu la chance d'avoir un éditeur connu qui est Perrin, qui a accepté mon manuscrit tout de suite. Et tout de suite, on m'a dit, mais ça se lit comme un roman. Donc voilà, j'ai vraiment suivi le parcours d'une vie de manière presque exhaustive. Alors que dans le roman, on ne suit pas les vies d'une manière exhaustive. On fait des choix dans les épisodes. Chacun choisit un axe fort, alors que dans la biographie, le portrait est peut-être plus complet. Voilà. Est-ce qu'une biographie, quand on l'écrit, elle est intemporelle? Un roman est lié au temps. Si vous écrivez un roman aujourd'hui, vous parlez de téléphone portable, d'ordinateur, qui peut-être ne seront plus tous les mêmes dans 50 ans. Oui, enfin Jules Verne, ses inventions, on les lit encore aujourd'hui. Tous les grands romans, les romans du XVIIIe siècle, du XIXe siècle, etc., sont restés intemporels. Donc, je ne sais pas, autant n'emporte le vent, Jeannère. Vous avez que ces grandes fresques, elles se lisent sur les Daphné du Maurier, les Victor Hugo. Enfin voilà, le roman, il est intemporel et donc avec les marques de leur temps. Enfin chaque roman a les marques de son temps. Ensuite, c'est l'écriture qui va faire la différence. C'est la qualité de l'écriture, c'est l'originalité de l'histoire. Et puis c'est le goût du public qui décidera si le roman doit être intemporel ou non. Lorsqu'on regarde les livres que vous avez écrits, il y a quand même deux thèmes qui ressortent, les jardiniers et les femmes. Ça veut dire que vous mettez un peu de vous-même, puisque vous aimez bien le jardinage, vous mettez de vous-même dans ce que vous écrivez? Oui, bien sûr. Hein. On met de soi-même. On aime. Il y a le théâtre et la musique qui me passionnent aussi. Donc oui, je dirais qu'on fait aussi avec ce que l'on a. Et les femmes, vous aimez les mettre en avant? Je pense que c'est important. Ce sont des personnages qui sont quand même beaucoup sont tombés dans les oubliettes de l'histoire, que ce soit la Montansier ou Rosa Bonheur, ou alors elles ont été tellement travestie, je pense à Marie-Antoinette, quand j'ai écrit mes deux romans sur Marie-Antoinette ou quand j'ai écrit cette grosse étude sur le théâtre et la musique au XVIIe et XVIIIe siècle avec Philippe Beaussan, ça s'appelait Les Plaisirs de Versailles chez Fayard. Je peux vous assurer que tout le monde a découvert une Marie-Antoinette qui tout à coup n'était pas la petite jeune sotte, mais comme par hasard avait vraiment joué un rôle important à la fois sur le théâtre et sur la musique. Et j'avais découvert ça à travers mes
mes recherches pour la Montansier. Donc je suis la première effectivement à avoir parlé d'une Marie-Antoinette qui avait véritablement influencé son époque avec ses goûts. Oui. En 2018, il y a une biographie sur Charles Perrault. C'est en souvenir des contes qu'on vous a racontés quand vous étiez enfant et que ça vous a laissé un bon souvenir ou pas ? Alors, oui, évidemment, les contes de Perrault, j'en garde un très, très bon souvenir. Mais vous savez, les Perrault, c'est pareil. Voilà, Perrault égale les contes. Et puis, en travaillant moi sur André Le Nôtre, j'ai découvert que c'est quand même Charles Perrault qui a été sur le chantier de Versailles du temps de Louis XIV, qu'il avait le même poste que André Le Nôtre, c'est-à-dire que c'était un contrôleur général des bâtiments du roi. Ils étaient 3, et donc il était en même temps que Le Nôtre. Donc c'est incroyable. Il y a un jardinier, celui qui serait un simple jardinier, qui est en fait un immense collectionneur. On a un Perrault qui serait un auteur de contes, et en fait les contes, il les a même pas écrits sous son nom, et voilà. Et on a l'histoire a oublié que c'est grâce à lui que la modernité a été mise en valeur du temps de Louis XIV. Il a dit à Charles Lebrun, mais arrête de peindre Louis XIV en armure et en guerrier romain, peins-le en Louis XIV contemporain. Enfin, il a eu son mot à dire sur la construction du château de Versailles, sur les peintures, le choix des fresques, l'iconographie dans les jardins, etc. Donc c'est un personnage beaucoup plus riche. Son frère, on lui doit quand même toute la colonnade du livre. Enfin, on a vraiment des personnages beaucoup plus complexes, plus riches, qui marquent un siècle. Un frère était janséniste, l'autre était médecin. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire redécouvrir les personnages dans leur siècle, refaire vivre un siècle. Voilà. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Vous aimez raconter des histoires à vos lecteurs et lectrices, même si c'est une biographie, c'est quand même une histoire que vous racontez. Alors, de temps en temps, je vais vous faire une confidence. De temps en temps, j'ai l'impression d'être un espèce de vieux chaudron. Vous savez, ces vieilles marmites dans les maisons d'autrefois qui sont culottées. Dedans, il y a un fond qui fait que tapissé de tous ces sucs qui font que ça fait des plats. Et voilà. Et en fait, pourquoi ? Parce que ça vient certainement de mes origines. Je suis française par mon père, par maman, par ma mère. Je suis plus un melting pot. Donc j'ai la famille en Belgique. J'ai des racines en Écosse, en Suède, au Portugal, en Allemagne, en Pologne. Tout ça, ça participe à une histoire très très riche qui fait que ces fonds d'histoire dont on est un peu les héritiers font qu'on s'intéresse à d'autres choses. Moi, j'ai toujours grandi, je vais vous dire, j'ai grandi enfant. Quand j'étais petite, il y avait des frontières en Europe. J'allais pour aller passer des vacances de Noël en Allemagne ou pour aller à des anniversaires en Belgique. Et on franchissait la frontière. On n'avait pas de ceinture de sécurité. Il y a cette frontière. On faisait la queue. Il neigeait. On traversait des pays dans d'autres conditions. C'était plus rare. Et en fait, j'ai eu la chance de voyager de manière récurrente, plusieurs fois par an, comme ça, en voiture, à une époque où mes amies, elles, ne voyageaient pas. Et donc, du coup, j'ai vu autre chose. Et donc, du coup, forcément, cette autre chose vient alimenter un imaginaire. J'avais un père qui voyageait beaucoup, en Norvège, en Afrique. Et donc, c'était un Africain passionné. Et donc, il revenait avec des histoires qui étaient juste incroyables. Donc c'est vrai que ça nourrit. Et ça nourrit. On a envie de raconter ces histoires parce que certes, il y a Internet, certes, il y a tous ces médias, mais très souvent, on a l'impression d'être dans une histoire à court terme qui est un peu le nez plaqué contre une plaque où on nous passe toujours les mêmes choses et le livre réintroduit une distance et permet de souffler. De reprendre pied, d'apaiser. Et le roman a un grand avantage par rapport à la biographie, c'est qu'il s'adresse à un public beaucoup plus large. La biographie reste quand même un objet élitiste. Et puis sans aller très loin, autour de moi, parmi mes proches, en famille, etc. Je vois très bien, ceux qui ont tous mes livres, je vois très bien que les biographies sont la tranche est bien
neuve et bien lisse, alors que les romans ont été lus, prêtés, etc., etc. Et donc, oui, je trouve que le roman est un genre très intéressant parce que il permet à la fois le divertissement et puis d'apprendre et de s'enrichir et voilà. Est-ce que vos livres sont inclus dans des programmes scolaires? Si oui, lequel? Sinon, lequel aimeriez-vous bien qu'il soit lu par des étudiants? Alors, j'ai eu la chance d'avoir mes romans qui ont été étudiés à la fois en classe de seconde, au nom de la Reine, je me souviens, a été étudié et en parallèle avec le collier de la Reine de Dumas, donc c'est très émouvant. J'ai également l'Absente, oui c'est l'Absente, qui a été étudié en classe préparatoire. Donc ça, je trouve que c'est... et j'ai trouvé sur des listes. Et puis, au nom de la Reine et Charles Perrault, je les ai retrouvés sur des lectures conseillées, effectivement, pour des étudiants. Moi, ce que j'aime beaucoup, 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 et je l'ai fait un petit peu, mais peut-être pas assez, mais ce que j'adore, c'est aller dans des classes et parler avec les étudiants, échanger avec eux. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve extrêmement stimulant parce ils ont une grande fraîcheur, une grande curiosité, ils aiment lire, beaucoup plus qu'on ne le dit. Et puis ensuite les questions fusent et vous voyez, c'est comme avec vous, ça part. Ce sont des questions qui sont toujours enrichissantes pour les deux, quoi. Et puis un écrivain, il a besoin de rencontrer son public et c'est vrai que c'est une grande joie que d'aller dans des classes, dans des écoles et dans les universités. Je vais assez souvent pour des tables rondes préparer les choses, mais tout ce qui est lycée, par exemple, c'est très intéressant aussi. Avec l'expérience, est-ce que votre façon d'écrire a changé ou a évolué? Oui. Alors, l'expérience, le fait peut-être, vous savez, pendant longtemps j'ai habité Versailles, je travaillais aussi, j'étais associée au centre de recherche du château de Versailles, je faisais du commissariat d'exposition, etc. Et donc il y avait une retenue, une observation, les confrères, etc. Et donc du coup c'était peut-être assez pesant, assez, tout était très précis. Entre-temps, il y a quand même eu un bouleversement qui, pour tout le monde, ça a été le confinement, le Covid, etc. La sensation d'un monde qui s'arrête. Et puis avec tout ce qui se passe, tout à coup, il y a un sentiment d'urgence à raconter et de lâcher prise. Et là, maintenant, voilà, j'ai envie d'écrire des romans, j'ai envie de transmettre, de partager de manière, sans notes de fin d'ouvrage. Je suis contente de donner des pistes biographiques pour ceux qui veulent en savoir plus, parce que je trouve que c'est important de rendre hommage d'abord à ceux qui ont fait des grands travaux. Et puis voilà, j'ai envie de raconter ces histoires. Peut-être parce qu'entre-temps, je suis devenue grand-mère aussi. Donc comme j'ai 4 petits garçons, ils sont petits, mais ils ont entre 5 ans et 3 mois. J'ai aussi, j'ai envie de raconter des histoires. Donc oui, j'ai retrouvé ce goût de raconter l'histoire et je me pose plus la question de savoir si mon écriture est bien, pas bien, voilà. Vous avez une sorte de discipline d'écriture, vous n'écrivez que le matin, vous buvez une tasse de thé avant d'écrire, ou alors pas du tout, ça vient quand ça vient? Ah non, alors d'abord, quand on est une femme, qu'on est on est mère, grand-mère, etc. Il faut trouver, on lutte toujours pour trouver du temps. Et c'est une grande chance. C'est une grande chance parce que du coup, autant la recherche peut être faite de manière, comme on veut, on tire sur les nuits, on trouve des créneaux et tout, mais il y a quand même des impératifs. Et donc là, à un moment donné, l'écriture, moi, c'est à chaque fois pareil en fait. C'est une longue gestation. C'est une longue gestation. Il me faut toujours 2 ou 3 ans pour digérer les sources, faire en sorte que le siècle devienne complètement vivant. La Rosa Bonheur, c'est la première fois où je me plonge dans tout le 19e siècle de manière... Et là, j'ai vraiment besoin d'être dans ce siècle. Il faut que j'y sois physiquement, comme nous sommes là ensemble, que tous les éléments me soient familiers et que je n'ai pas besoin de faire de recherche, que je n'ai plus besoin
Voilà, il faut que je me promène dans ce siècle comme si je remontais le temps, et de manière à ce que le lecteur puisse être dans cette ambiance. Donc du coup, l'écriture a changé, oui, parce que elle est plus spontanée, elle est plus rythmée, elle est plus à la fois plus précise, et en même temps elle est plus libre aussi. Elle est plus libre. Votre premier roman, La Montancier, une femme d'affaires, a été adapté au théâtre. Est-ce que vous aimeriez que d'autres de vos livres soient aussi adaptés au petit écran, au grand écran ou au théâtre ? Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je serais ravie pour Rosa Bonheur, on verra, mais oui, tous. Je pense que chacun mérite. Oui, moi, Rosa Bonheur, c'est quand même une histoire extrêmement romanesque, très cinématographique. En plus, elle est construite en tout petits chapitres, comme des petits épisodes. C'est très visuel. Et puis en plus, on est content de pouvoir faire connaître un personnage qui est injustement tombé dans les oubliettes de l'histoire. Justement, c'est pour ça, parce qu'elle est tombée dans les oubliettes, que vous l'avez choisie pour votre nouveau roman ? Oui, moi j'aime beaucoup les personnages que l'on ne connaît pas. Je trouve que c'est extrêmement réjouissant, et surtout quand c'est injustement oublié. Et là, en l'occurrence, c'est tellement injuste que je me suis dit c'est pas possible. Oui, certes, il y a la reconstruction de son château, la redécouverte de son univers, et effectivement, ça valait la peine de l'accompagner avec de raconter cette histoire qui est absolument incroyable. Une belle histoire, parce que c'est une belle personne. C'est pas simplement parce qu'elle est tombée dans les oubliettes de l'histoire, c'est aussi parce que c'est une belle personne. Et puis c'est une personne drôle. Et puis c'est une personne qui a traversé les mêmes je dirais qu'elle nous est tellement proche. Elle a connu une pandémie qui est le choléra, ce qui est pas n'importe quoi. Nous connaissons la guerre un peu loin. Elle l'a connue très près, la guerre de 70. Elle a connu des révolutions. Elle a connu des épreuves. Elle a connu la pauvreté. Mais elle a toujours été passionnée, elle a une capacité de résilience incroyable, elle est réjouissante. Et donc je crois qu'on a besoin de personnages réjouissants. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suis d'accord avec vous. Elle était libre et libérée aussi. C'est aussi ce qui vous a attiré pour écrire ce livre ? Oui. Moi, j'ai grandi, j'ai eu la chance d'avoir pour marraine une sœur aînée de maman qui était célibataire et avec qui j'ai un peu voyagé, et qui m'a appris cette phrase de Tagore, extraite de Tagore, et qui dit que une fois la réputation oubliée, on peut vivre sans être gêné. Alors ça ne veut pas dire qu'il fallait faire n'importe quoi, parce qu'en l'occurrence, Rosa Bonheur était une femme qui avait une conscience d'elle-même et des choses tout à fait aiguës, mais c'était vraiment quelqu'un qui était indifférente au qu'en dira-t-on, et qui avait un grand idéal et qui l'a mené jusqu'au bout. Et ce grand idéal, c'est d'être Vestale de l'art, d'être une grande peintre et de devenir riche, ce qui est assez amusant à cette époque-là et paradoxal, parce qu'une femme peintre, en plus c'est déjà difficile, mais en plus devenir riche, c'est a priori impossible. Eh bien, tout ça, ça donne un personnage très original, très libre, et puis décréter qu'on va rivaliser avec les hommes, avec Delacroix ou Géricault, quand on mesure 1m50 et qu'on se lance dans le défi on vous commande un labourage nivernais avec des bœufs qui sont déjà un beau format. Ben voilà, le gouvernement n'a pas voulu de mon projet, ben moi je vais le faire toute seule, et faire son fameux marché aux chevaux qui est maintenant au Metropolitan Museum de New York et qui fait quand même 5,40 m de long sur 2,50 m de haut. C'est quand même un sacré défi, et qui est à l'image des défis qu'elle s'est lancée, qu'elle a relevé dans sa vie, et elle a réussi, puisque à 37 ans, à moins de 40 ans, avec l'argent de son tableau et de ce qu'elle vend à l'époque, eh bien, elle a acheté un château, ce qui est absolument incroyable. Je l'ai dit en début d'émission, vous aimez les jardinages. Rosa Bonheur dessinait. Elle a dessiné des chevaux, des scènes de la vie campagnarde, des chiens, des lions. Elle a fait le portrait de Buffalo Bill aussi. C'est aussi cet aspect-là qui vous a attiré en elle ? Oui, absolument. Elle aimait la nature, et moi j'aime la nature. Elle a un sentiment très, très urgent, et alors là vraiment très moderne et prémonitoire de la fragilité de la nature et de la beauté du monde animal et des animaux, une âme. Moi, j'ai toujours aimé les animaux. J'ai grandi aussi partiellement, à la campagne. On allait chercher le lait à
à la ferme où il y avait, c'était une toute petite ferme, il y avait 2 vaches. Je me souviens, il y avait Marguerite et il y avait Fanchon. Et alors, voilà, et j'avais même pu tirer. Vous savez que c'est très difficile de traire une vache. C'est pas simple. Mais quand Rosa dit, toute petite, qu'elle aimait bien qu'une vache lui lèche la joue, ça c'est quelque chose. Je me souviens très 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 bien de la sensation de la langue d'une vache qui vous lèche la joue. Voilà. Et donc ça c'est vrai que du coup c'est pour moi Rosa m'était familière. Et puis voilà, j'ai passé une partie de mon enfance près de Bordeaux, donc Rosa a grandi à Bordeaux et aussi au sud de Bordeaux à Quinsac au château de Grimont où elle allait. Voilà, je connais par cœur. C'est un univers. Et puis Paris, j'ai voulu aussi recréer le Paris de Rosa où elle a vécu quand même pendant 30 ans. Jusqu'à ce qu'elle aille en forêt de Fontainebleau et qu'elle achète cette maison. Ce Paris qui ne cesse de changer, avec ses grands travaux d'Haussmann, voilà, pour assainir cette ville qui a quand même, qui en avait besoin et qui a connu tant de morts au moment du choléra. Voilà, elle a connu tous ces grands travaux, elle a connu toute cette modernisation, les gares qui rentrent, qui éventrent, les rues qui viennent éventrer le vieux Paris et tout cela, j'ai eu envie de le faire revivre parce que c'est une période magnifique. Alors, les retours sont toujours très attendus par les auteurs et les autrices, mais quelle est la critique la plus difficile à encaisser? C'est la critique d'un lecteur ou la critique d'un critique littéraire? Alors, pour l'instant, je touche du bois. Pour ce qui est des lecteurs, alors grâce aux nouvelles technologies, voilà, Instagram, Facebook, tout ce qu'on peut avoir, le courrier des lecteurs, parce que je reçois encore des lettres. C'est incroyable. Il n'y a pas un jour qui se passe sans que je reçoive une photo de mon livre pris dans une devanture, voilà, je l'ai acheté là, je suis triste de l'avoir terminé, je vais le recommencer, etc. Donc visiblement les gens aiment cette histoire et aiment ce roman, donc ça c'est extrêmement touchant. Alors ensuite, pour Rosa, en l'occurrence, on parle énormément de l'année Rosa Bonheur, on parle beaucoup d'elle. Moi, ce que je trouve difficile, peut-être, c'est qu'en fait, on s'intéresse plus de savoir quelle a pu être sa relation avec des femmes ou avec des hommes qu'à son art et à sa grande histoire en général. Donc ça, moi, je trouve ça quelquefois un peu plus difficile. Et j'ai envie de dire, bon, ben voilà, mais il y a aussi un roman, il y a une histoire qui restera peut-être au-delà d'un bicentenaire et c'est ça qui est important, c'est ce qui, voilà. Ensuite, une critique est toujours méritée. Si on me dit que ma biographie d'André Le Nôtre est un peu difficile à lire parce qu'il y a beaucoup de personnages, ben oui, il y a beaucoup de personnages, ça c'est sûr. Oui, ce sont des personnages, ce sont des biographies ce sont des biographies dans beaucoup de personnages. Et puis Rosa, elle est réinsérée dans son cadre avec. Du coup, oui, on retrouve l'impératrice Eugénie, on retrouve Napoléon III, on retrouve Alexandre Dumas, on retrouve Gounod. On découvre peut-être des personnages, mais qui ont fait le siècle. On est avec Victor Hugo, mais en même temps, peut-on extraire un personnage de son temps? Donc voilà, c'est tout à fait. Oui, c'est normal. Et puis il y aura certainement des critiques et puis vous savez, j'ai beaucoup travaillé sur le XVIIe siècle. Il y a une phrase de Louis XIV que j'adore. Il disait « On ne peut pas plaire à tout le monde ». Les œuvres de Rosa Bonheur, on peut les voir où? Est-ce qu'il y a des musées qui exposent ces tableaux? Parce que je parlais de Buffalo Bill, je parlais des chevaux. Il y a des endroits où on peut aller les voir? Alors, déjà, vous allez pouvoir en voir beaucoup en France cette année. Vous allez commencer par, actuellement, au château de Bitomery, donc à côté de Fontainebleau, qui est le château de Rosa Bonheur, où il y a une exposition tirée des plaques de verre des œuvres disparues, puisque tout a été disséminé à sa mort. Et donc, c'est incroyable parce qu'on redécouvre la grande dessinatrice qu'elle a été. Vous allez ensuite aller au musée des Beaux-Arts de Bordeaux, à partir du 18 mai, où là, première exposition qui est en partenariat avec Orsay.
Bordeaux va lui rendre un gigantesque hommage. Ensuite, vous aurez Fontainebleau, où il y a 2 salles avec des œuvres de Rosa qui ont été redonnées après sa mort par Anna Klumke et qui sont rarement ouvertes et là qui sont restaurées et donc qui vont permettre au public de redécouvrir tout cela. Ensuite, vous retournerez à Thomery, où là, il y aura une nouvelle exposition à partir des photos faites par Rosa Bonheur. Vous allez découvrir Rosa Bonheur intime. Et enfin, on terminera l'année en apothéose avec le musée d'Orsay, avec là une grande rétrospective. Et alors, avec des œuvres qui viennent du monde entier. Et en plus, dans le château de Rosa Bonheur dormait dans le grenier un unicum, comme on dit, quelque chose d'absolument incroyable, qui est la première version du marché aux chevaux, qui va être présentée. Donc une grande toile de chanvre qui dormait sous 30 cm de crotte de chauve-souris et qui a été déroulée. C'était la première version du marché aux chevaux au Fusain. Rosa a un remords, dont je parle d'ailleurs dans le roman, hein. Et du coup, elle recommence tout. Et ça a donné celle du musée d'Orsay. Parce qu'en fait, les œuvres de Rosa Bonheur sont disséminées en fait dans le monde entier. C'est ça qui est difficile. Finalement, il y en a peu en France. Pourquoi ? Parce qu'elles ont été... Les Anglais quand ils ont découvert Rosa Bonheur, qui est parti pour Londres, grâce à un marchand d'art belge, Ernest Gambard, qui a fait tout ça, sa carrière et sa réputation, il était passionné d'elle. Les Anglais ont été tellement fous d'elle que du coup, ils lui ont passé commande, mais une vie entière n'y aurait pas suffi. Donc, son amie Nathalie va l'aider, etc. Mais ensuite, c'est le marché américain qui va lui demander sans cesse des tableaux. Donc, elle avait de telles commandes que les tableaux avaient à peine le temps de sécher dans son atelier qu'ils partaient. Donc, on va beaucoup le lui reprocher ensuite en France, hein, parce qu'elle a reconnu cette apothéose. Donc, je n'ai pas dit, mais elle a été décorée par l'impératrice Eugénie, par le président Sadi Carnot, enfin... Elle est la première femme à devenir officier de la Légion d'honneur, c'est quand même un honneur ainsi. Mais finalement, c'est pas en France elle a eu le plus de succès. Bordeaux, comme vous l'avez dit, n'a pas voulu de ces toiles, il y en a eu très très peu. Donc les œuvres, on est en train de les redécouvrir. Et il y en a beaucoup dans des collections privées. Et puis maintenant, j'espère que 2022 va pouvoir mieux la mettre en valeur. Mais en tout cas, c'est vrai qu'au château de Thomery, il y en a une très grande quantité. Et puis Orsay, évidemment, il y a le labourage nivernais qui est une œuvre super. Et ils commencent à en racheter pas mal. Et il y a des œuvres très originales, des carnets de croquis, parce que Rosa Bonheur avait beaucoup d'humour. Donc elle avait un grand sens de la caricature, elle était très 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 douée. Il y a beaucoup de dessins, de très belles aquarelles qui font partie de ce fonds permanent qui va peut-être être mis en valeur de manière plus souvent, mais plus fréquente, mais en même temps, comme vous le savez, les dessins sont extrêmement fragiles, donc on ne peut pas les exposer longtemps. Donc voilà, plein de choses à découvrir. Ça va être une très belle année. Merci à vous, Patricia Bougenot-Deschamps, d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle donc le titre de votre nouveau roman, « J'ai l'énergie d'une lionne dans un corps d'oiseau », le roman de Rosa Bonheur. C'est paru chez Albin Michel. Alors, vous qui nous écoutez, avant de vous lâcher l'oreille, n'hésitez pas, si vous avez aimé ce podcast, likez-le, partagez-le partout sur vos réseaux sociaux. Abonnez-vous aussi, comme ça vous permettra d'être informé avant tout le monde de la publication du prochain podcast. Et puis, si vous avez envie, laissez-nous un commentaire. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouveau podcast. Et puis, je vous dis, comme d'habitude, que la force soit avec vous et avec tous les autres. Et à très bientôt. Ça y est, c'est fini.